bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous occupez. Bienvenue dans l'autre football, le podcast du site Lucarne Opposé, l'émission radiophonique qui vous fait sortir de l'Europe du football. Pour ce 4e épisode, puisqu'on en est au 4e maintenant, on vous emmènera dès le départ observer la petite bête qui monte, la fameuse MLS nord-américaine, qui nous sera présentée par un local, l'ami Anthony de Varenne. Bienvenue à toi Anthony, le temps s'adoucit pour toi dans ces printemps là. Ah oui, il commence à faire beaucoup plus chaud. Pas trop quand même. Non, du 15 degrés. Là. Oula, 15 degrés, mais c'est très froid ça. Ouais, c'est très froid parce qu'ensuite on ira boire quelques caïpis chez moi au Brésil, où le championnat a repris ses droits depuis 2 journées. Enfin bon, en vrai c'est l'hiver ici donc, mais bon, ici l'hiver c'est 20 degrés. Donc tu vois c'est pas la même chose. Ah non, l'hiver nous c'est moins 20. Puis on restera dans l'hémisphère sud pour surfer sur la A-League australienne avec le crocodile Dundee breton du coup, de la rédac de Lucarne Opposé, l'ami Antoine Blanchet-Quérin. Hello mate, c'est comment l'hiver en Australie toi? Salut, là c'est pas trop cool parce que Liverpool vient de mettre 3-0 à Sydney FC dans un match de gala. Mais voilà, si l'hiver était comme celui australien, c'est pas mal. Hein. Surtout en Bretagne. Enfin, nous terminerons notre tour du monde du jour par le continent africain qui débarque pour de bon dans nos podcasts. Et c'est Pierre-Marie Gosselin, le griot blanc du Bénin, qui va vous en toucher un mot. Salut Pierre-Marie, comment ça va? Bonsoir Simon, bonjour à tous. Écoute, ça va très bien, c'est un plaisir de vous rejoindre. C'est vrai que ça fait depuis un moment que je me dis allez, il faut venir. Je trouvais pas trop le temps, mais là, c'est bon, c'est parti, je me lance. Super. Et juste petite question, du coup, toi, t'es au Bénin et du coup, c'est hémisphère sud ou nord? C'est hémisphère nord, hein. L'équateur est juste un tout petit peu plus bas, mais il y a quoi? Il y a 3 pays, il y a le Nigeria et le Cameroun qui sont avant l'équateur. Et disons qu'on voit pas les saisons, il n'y a pas d'été, il n'y a pas d'hiver, hein. C'est plutôt saison sèche, saison des pluies et tout le temps chaud. D'accord. Alors let's go en Amérique du Nord, donc jeter un œil sur le blockbuster de la MLS, qui n'en finit pas de grossir et d'accueillir de nouvelles équipes. Déjà une douzaine de matchs ont été joués à l'heure où on enregistre, mais avant de nous parler des clubs, Anthony, moi j'aimerais que tu nous familiarises avec la compétition qui se déroule dans le pur style des sports US. Rapidement, comment ça fonctionne la MLS, Anthony? La MLS, c'est comme tu as dit, pour les Américains, il y a un vouloir énorme pour l'évolution de la Ligue. Quand c'est par orgueil, ils sont habitués à avoir les meilleures ligues partout dans le monde, que ce soit dans le hockey, le football américain, le baseball ou le basketball. C'est les meilleures ligues au monde. C'est les ligues de référence. Donc, la MLS, c'est très américanisé, avec aucune montée ou descente. C'est une saison qui est divisée en 2 parties, avec une saison régulière qui couronne la meilleure équipe des 2 conférences avec le Supporter Shield. Et ensuite, il y a les playoffs avec les 6 meilleures équipes de chaque conférence qui s'affrontent jusqu'à la finale et le gagnant remporte la MLS Cup. À chaque saison, il y a un repêchage avec des joueurs universitaires avec la pire équipe qui choisit en premier, sauf s'il y a expansion. Et cette année, il y a eu expansion. La première, c'est le Atlanta United, qui se base sur des joueurs d'origine latine comme Miguel Almiron, qui est arrivé pour 7,5 millions de dollars américains du club argentin Lanús. Il y a également Héctor Villalba, Yamil Assad, Joseph Martinez, qui est arrivé en provenance du Torino en Serie A italienne, et bien d'autres. Tous ce beau monde sont entraînés par Tata Martino, ancien manager du FC Barcelone et ancien sélectionneur d'Argentine. Comme tu as dit, après le tiers de la saison à peu près, ils sont 7e de l'Est. Atlanta a bien débuté, mais a vécu des temps plus difficiles avec la blessure de leur attaquant Martinez, car avant sa blessure en 3 rencontres, il avait inscrit 5 buts. Atlanta, c'est une équipe qui peine à performer à domicile, avec 2 défaites en 4 matchs, mais a gagné leur dernier match devant les siens 4-1 face au Dynamo de Houston. Le point fort... Oui. Dynamo de Houston qui lui cartonne, lui. Oui, je vais en parler un petit peu plus tard. C'est vraiment une très bonne équipe qui a changé comparé à l'an dernier. Et comme je disais, la force de Atlanta, c'est l'attaque. Ils ont la meilleure attaque du championnat et sont menés par le milieu offensif, comme j'ai dit plus tôt, Miguel Almiron, qui a 5 buts et 4 passes décisives jusqu'à présent. La seconde expansion de cette année, c'est le Minnesota United. Eux, ils se basent sur des joueurs qui ont été avec eux en 2e division en USL, comme Kevin Venegas, Christian Ramirez et Miguel Ibarra. Cette équipe a été complétée par des joueurs d'expérience en MLS comme Yohan Venegas de Montréal, Kevin Molino d'Orlando, Sam Cronin du Colorado et Colin Warner de Houston, qui ont été rejoints par quelques joueurs européens. Mais justement, d'ailleurs, si je peux te couper,
Autant Atlanta, il y a eu un énorme buzz sur l'arrivée de cette franchise dans la MLS, notamment avec toutes ces recrues sud-américaines, avec Tata Martino. Autant Minnesota, c'est arrivé un petit peu à pas de loup dans le championnat américain, et on se demande, on est moins familier, nous de France, avec rien que la ville de Minnesota, qui je crois a une grosse franchise de basket, il me semble, les Grizzlies ou des choses comme ça. Au basket, c'est les Timberwolves. Et, Timberwolves. Et au hockey, dans la LNH, c'est le Wild du Minnesota. Et du coup, le Minnesota, qui est arrivé comme ça un peu timidement, enfin pas timidement, mais discrètement dans le championnat, c'est une région où il y a beaucoup de football, où c'est assez populaire. C'est étonnant d'avoir créé une franchise là-bas. Ouais, ben en fait, leur club en deuxième division, je crois qu'ils performaient quand même assez bien, avec une bonne base de supporters. Je pense que la MLS a quand même fait a pris une bonne décision de faire rejoindre Minnesota dans ses rangs. Ça fait changement des grosses villes comme Atlanta, comme aussi l'année prochaine, il y a une nouvelle équipe de confirmer. Ça va être le Los Angeles Football Club. Donc ça fait du bien à l'MLS de pas toujours aller dans les grands centres, les grandes villes. C'est là qu'on voit qu'il y a des passions partout aux États-Unis. Puis je pense que ça fait plaisir pour l'évolution de la ligue de voir ça. Super. C'était ma petite question sur Minnesota. Je t'en prie. Maintenant, pour ce qui est des principaux changements d'effectifs qui ont eu de l'impact jusqu'à présent, il y a l'arrivée de Manchester United, de Bastian Schweinsteiger, qui est arrivé à Chicago, qui a quand même jusqu'à présent 2 buts et 2 passes décisives. Ensuite, du Mexique, de retour de près du Cruz Azul, il y a l'attaquant Eric Cubo Torres, le Mexicain, qui est de retour à Houston et le fait de bonne façon avec 9 buts jusqu'à présent, ce qui fait de lui le deuxième meilleur buteur dans la MLS. De Marseille, pour vous les Français, Romain Alexandrini est arrivé du Galaxy, il est arrivé au Galaxy, pardonnez-moi, et à 6 buts et 5 passes décisives. Ou sinon, un qui est arrivé de Belgique, de Bruges, si je pense bien. Victor Vasquez, qui est arrivé à Toronto, à 8 passes décisives, ce qui fait de lui le meilleur passeur de la Ligue. C'est un Espagnol, un ancien de la Masia, l'académie du Barça. Et finalement, un autre attaquant qui a de l'impact dans la MLS, c'est Gelson Fernandez, qui est arrivé au Sporting Kansas City, qui a 5 buts jusqu'à présent, qui est arrivé en provenance du Portugal. Alors là, je te coupe 2 secondes, parce que un Québécois qui me dit qu'il y a un attaquant qui a de l'impact dans le championnat, alors là, je dis bravo, voilà, c'est impact, ceux qui sont dans la MLS, le club de ma province. L'impact, magnifique. Ouais. Maintenant, dans la MLS, il y a le tiers de la saison qui a été effectué en grosse majorité, parce qu'il y a des équipes qui ont moins de matchs que d'autres. C'est un peu un système américain, ça aussi. Une équipe qui performe dans l'Est, c'est le rivaux de Montréal, le Toronto FC, qui est premier avec 25 points en 12 matchs. Toronto est tout simplement imprenable à domicile et excellent à l'extérieur. Il est aussi bon en défense, c'est la troisième meilleure défense du championnat avec 12 buts encaissés, et très bon en attaque avec 21 buts inscrits grâce à de bonnes productions de Josie Altidore, l'attaquant américain, qui a 6 buts et 4 passes décisives jusqu'à présent, et Victor Vasquez, comme j'ai dit plus tôt. Cette année, gros changement à Toronto, l'importance de Sébastien Giovinco est moindre, car il est souvent blessé, lui qui a arrêté 4 matchs sur 13, mais a quand même 6 buts d'inscrits. Toronto sont une série de 7 matchs sans défaite, dont 6 victoires de suite, ce qui est historique pour Toronto. Une autre équipe qui performe dans l'Est, et celle-ci est surprenante, c'est le Orlando City SC, deuxième avec 20 points en 12 matchs. Ils ont une prestation quasi parfaite à domicile, avec 5 victoires en 7 matchs, dont une première défaite qui a eu lieu la semaine dernière face au New York City FC. Pourquoi elle est surprenante? Parce que c'est une équipe qui s'est beaucoup améliorée comparée à l'an passé, avec une 8e place, ils se sont améliorés dû à une meilleure défense. Eux qui avaient la pire de la Ligue en 2016, avec 60 buts encaissés en 34 matchs. Après, c'est leur deuxième saison à Orlando. C'est leur deuxième vraie saison. Leur troisième saison. Troisième, oui. Donc il y a un petit peu de prise de savoir-faire, quoi. Il y a peut-être un petit peu de compétence. Oui, ils sont en route pour atteindre les séries pour la première fois de leur histoire. Et c'est ça. Une autre franchise qui est surprenante comparée à l'an dernier, c'est Chicago, qui effectue eux aussi une excellente prestation à domicile. Mais c'est plus dur à l'étranger avec seulement une victoire effectuée la semaine dernière face au DC United au RFK Stadium. Sont performants. C'est grâce à une attaque prolifique menée par Nemanja Nikolic, le Hongrois, qui est arrivé de Pologne cette année, qui est meneur au chapitre des buts dans la MLS avec 10 buts inscrits en 12 ou 13 rencontres, je crois. C'est quand même une bonne performance. Et maintenant, les équipes qui performent dans l'Ouest, il y a le Sporting Kansas City, qui est premier de l'Ouest, sont excellents à domicile avec 5 victoires en 6 matchs. Et pourquoi ils sont si excellents?
c'est parce qu'ils ont la deuxième meilleure défense du championnat, avec 9 buts encaissés en 13 rencontres. C'est grâce à leur gardien de but, Tim Melia, qui a 7 blanchissages. Une autre équipe qui performe dans l'Ouest, c'est le Houston Dynamo. On en a parlé plus tôt. Son deuxième de l'Est. L'année dernière, il était dernier de l'Est. Houston s'est beaucoup amélioré, avec notamment l'arrivée du défenseur vétéran Eiji de la Garza du Galaxy, ou bien arrivée du Honduras, Romel Kyoto. C'est la deuxième meilleure offensive du championnat avec Portland, pour 22 buts inscrits en 11 rencontres, grâce à un trio d'attaquants performants mené par Eric Torres, qui est le deuxième meilleur buteur de la Ligue, comme dit plus tôt, Romel Kyoto et Albert Hill. Il y a aussi l'FC Dallas, son voisin du Texas, qui l'an dernier, il a été le vainqueur du Supporters Shield, et Dallas reste sur sa lancée cette année. C'est la meilleure défense du championnat avec Matt Hedges et Walker Zimmerman, appuyé par leur gardien mexicain Jesse Gonzalez, qui a 4 blanchissages. Dallas, elle a été la dernière équipe invaincue de la Ligue jusqu'à la semaine dernière, lorsqu'ils ont connu la défaite à domicile face à San Jose. Je précise juste que quand tu dis blanchissage, tu parles sûrement de match vierge, quoi, de pas de but encaissé. Ouais, comme on dit. Ok, ouais, désolé. Y a pas de souci. On n'a pas les mêmes expressions. C'est normal, je précise juste pour nos auditeurs. Ah, c'est les équipes qui sont plus décevantes dans la MLS. Dans l'Est, il y a le New York Red Bulls qui sont 6e. L'an dernier, ils avaient fini premier de l'Est. Pourquoi ça a changé cette année? C'est qu'ils sont tout simplement pas assez réguliers. C'est dû à une mauvaise défense qui a encaissé 19 buts en 13 rencontres et une attaque beaucoup moins prolifique avec des contre-performances de Bradley Wright-Phillips et Sacha Kljestan. Ensuite, mon club de la province, mon club de cœur, l'Impact de Montréal. Ça me fait mal. Ils ont eu un début de saison difficile, ils ont été derniers de l'Est quelques temps, mais tant à revenir dans la course aux séries avec l'arrivée du Suisse Blerim Dzemali en provenance de Bologne. Les raisons pourquoi il y a eu un début de saison difficile, c'est un manque de changement dans l'effectif après une 5e place et une finale de conférence. Une défense très fébrile qui encaisse beaucoup avec 18 buts encaissés, dû à un duo central très changeant avec des matchs joués du Belge Laurent Simon, d'Assun Camara, de l'Argentin Victor Cabrera, de Vandril Lefebvre et Kyle Fischer. Donc, quand même 5 défenseurs. Petite question sur Montréal. Comment ça se fait qu'il y a toujours eu un pont aussi gros entre les Montréal Impact et l'Italie? Et l'Italie, c'est parce que Nesta y a joué, Di Vaio y a joué. Il y a toujours eu une espèce de pont entre les deux. C'est parce que le propriétaire Joey Saputo est également propriétaire du Bologne FC en Serie A. Donc, Marco Di Vaio, un joueur emblématique qui est désormais directeur à Bologne, a pu jouer dans la MLS avec l'Impact. Matteo Mancuso, un ancien attaquant de Bologne, je crois, joue également avec l'Impact comme attaquant. Il est présentement blessé. Et il y a le plus récent arrivé, Blerim Dzemali, que lui, il a joué cette saison à Bologne. C'était ancien de Naples. Ancien de Naples. Ouais. Maintenant, les équipes qui déçoivent dans l'Ouest, il y a le Colorado Rapids. Après avoir fini 2e de l'Ouest l'an dernier, sont présentement derniers de l'Est. C'est tout simplement la moins bonne attaque de l'Ouest, avec seulement 9 buts en 11 rencontres, et ne performe tout simplement pas à l'étranger avec 6 défaites en 6 rencontres. Une équipe qui déçoit également dans l'Ouest, et c'est une des plus populaires, c'est le LA Galaxy. Ils ont eu un mauvais début de saison. J'ai dit les fameux LA Galaxy, les fameux. Ouais, les fameux LA Galaxy. Ouais, le club le plus titré en MLS. Ils ont eu une mauvaise saison due à des mauvaises performances de joueurs désignés comme le Belge Jelle Van Damme ou le Mexicain Giovanni Dos Santos, qui a inscrit seulement 4 buts et une passe décisive en 10 rencontres jusqu'à présent. Sont mauvais à domicile avec seulement une victoire en 6 matchs. Et on le sait et en MLS, les matchs à domicile sont très importants parce qu'il est très dur de remporter des victoires sur la route. En conclusion, les plus grosses surprises vis-à-vis de l'an dernier sont Chicago, Columbus, Orlando, Houston et San Jose. San Jose, j'en ai pas beaucoup parlé, mais se sont beaucoup améliorés avec notamment l'arrivée de l'Albanais Yamerika et de l'Allemand Florian Youngwright. Et pour moi, les favoris dans chaque association sont dans l'Est, le Toronto FC avec une attaque de grande qualité avec Giovenco et Altidore, sont maintenant épaulés par l'Espagnol Victor Vasquez. Et dans l'Ouest, c'est le FC Dallas qui seront sur la durée comme l'an dernier avec des joueurs performants à chaque ligne. En défensive, le duo centraux Hedges et Zimmerman. Au milieu, Guluzo et Acosta. Et en attaque, Maximiliano Urruti. De plus, Dallas attend le retour de leur milieu vedette Mauro Diaz qui a inscrit 5 buts et 13 passes décisives en 27
matchs. Et petite question, c'est est-ce que tu peux expliquer ce retour en forme, enfin plutôt ce retour en forme, c'est ce décollage de franchises qui étaient à la peine ces dernières saisons, comme tu l'as dit, comme Chicago, comme Houston, comme Dallas. Est-ce que tu peux expliquer leur retour en forme seulement sur un bon recrutement, ou est-ce qu'il y a quelque chose en plus? Il y a d'une part un très bon recrutement, mais d'une autre, c'est aussi que la MLS, c'est une des ligues les plus équilibrées, avec une masse salariale, comme les autres sports américains. Il y a un limite de budget, ce qui fait qu'il n'y a pas il y a pas le problème qu'on peut avoir en Ligue 1, qu'un Bastia a beaucoup moins de budget que le Paris Saint-Germain, par exemple. C'est vraiment, et la Ligue aide financièrement les équipes. Donc, ça explique qu'il y a de nombreuses surprises à chaque année. Une équipe peut gagner la MLS Cup, comme les Timbers il y a 2 ans, je crois. Et l'an dernier, ils ont même pas fait les séries. Donc, il y a vraiment des gros écarts. Faut vraiment que l'équipe recrute parfaitement à chaque année s'il veut se présenter dans les séries. Selon toi, le salary cap, le nivellement, l'homogénéisation des budgets, des salaires de joueurs, ça a vraiment un impact sur la stabilité du championnat et sur la compétitivité du coup? Ouais, sur la compétition, il y a vraiment un réel impact. Il n'y a pas de gros matchs de 7-0, des matchs comme ça. C'est souvent des 3-1, des 2-1. Je pense que la plus grosse différence de match cette année, ça a été un 5-1. Non, mais on a le même système en Australie aussi, salarié cap et masse salariale. Ça, je rejoins vachement. Ouais, mais je pense que ça aide beaucoup les ligues sont en évolution, puisque ça rend ça rend les rencontres beaucoup plus compétitives et intéressantes à regarder, même si le niveau de jeu n'est pas aussi excellent que la Ligue des Champions ou quelque chose du genre. Moi, j'avais une question, en fait, pas sur le niveau économique, mais la MLS, on voit le renouveau en fait dans les tribunes, surtout à Orlando avec les fameuses tribunes debout. Ouais. Et en fait, je me demande, enfin, je sais que le Celtic, alors si je dis pas de bêtises, je sais que le Celtic va le faire. Mais est-ce que c'est toutes les franchises qui vont commencer à faire ça ou c'est un choix des supporters disant ouais, on en a marre d'être. Enfin, je sais pas, mais la MLS, c'est vraiment, c'est ça quoi, c'est le spectacle et enfin, ça donne envie quand on voit les fumigènes violets d'Orlando. Putain, on a envie d'être socios pour Orlando quoi. Ouais. Donc ça va. Mais je pense que la Ligue pousse beaucoup les équipes, comme le commissaire de la Ligue, Don Garber, est allé à Montréal la semaine dernière pour dire que les partisans n'étaient pas assez présents. Mais il n'est pas toujours obligé de faire cela, car à Atlanta, même si c'est une nouvelle équipe, le stade de 55 000 personnes est pratiquement plein à chaque rencontre. Donc, c'est impressionnant. 55 000, alors que le club... Ouais, c'est beau de voir ça. Mais c'est un peu... au football américain aussi, il y a des grandes tendances comme ça, donc c'est peut-être à cause de ça. Ouais, je disais non, juste par le fait des supporters en MLS, il y a un truc qui est quand même pas mal, c'est qu'il y a un petit style local qui se crée aussi. On voit avec à Montréal, ils sonnent la cloche quand il y a des buts. Ouais, je crois que c'est à Portland ou à Seattle, ils coupent des troncs d'arbres et tout ça. Il y a quand même un petit style un peu original comme ça qui se crée là-bas, et moi je trouve ça pas mal quoi. C'est un bon moyen de justement que la MLS devienne indépendante, devienne puissante et puisse se dégager un peu du championnat européen et de la comparaison avec l'Europe, quoi, que ça soit un vrai championnat comme en Amérique du Sud. D'un point de vue culturel, tu veux dire. Ouais, exactement, ouais. Ouais, non, je disais, ils ont quand même, en influence, ils ont quand même dépassé le hockey sur glace, quoi. Ouais, mais en fait, le hockey, il y a beaucoup de places aux États-Unis qu'il y a seulement des 12 000 personnes qui se rendent à la rencontre, tandis que et le maximum, c'est 20 000, je crois, dans un aréna, et il peut pas dépasser ça. Donc, quand on voit qu'à Atlanta, il y a des 55 000 personnes, à Seattle, ils sont capables de remplir le stade de football, le Century Link Field. C'est beaucoup, c'est optimiste pour la suite. Et une dernière question, si tu veux bien, Anthony. Quand on regarde les buteurs, par exemple, rien que le classement par exemple, des 15 premiers buteurs, on constate qu'il y a un nombre impressionnant d'étrangers. Comme tu as dit, un Hongrois, un Mexicain, un Américain, un Espagnol, un Canadien, un Égyptien, un Américain, Norvège, Ghana, Nigeria, enfin voilà, etc. Et un petit Français, le petit Romain Alessandrini qui traîne par là. Est-ce que la MLS repose surtout sur son contingent étranger?
Je pense que oui, parce que les États-Unis et le Canada, ils n'ont pas de joueurs exceptionnels. Il y a des Michael Bradley à Toronto qui est américain, mais ils n'ont pas d'excellents buteurs et tout. Donc, il faut vraiment qu'ils se fient à l'étranger pour avoir des matchs remplis de buts, des matchs intenses, des joueurs un petit peu plus techniques comme on peut voir à Houston avec Romel Kyoto et Albert Ellis. Donc, ouais, il suit beaucoup à l'étranger pour amener le spectacle en Amérique du Nord. Bah, merci beaucoup, Anthony. C'était, on pouvait enfin faire la MLS. Ça faisait un petit moment déjà à l'écrit qu'on l'avait pas eu sur Lucarne Opposé. Et maintenant, à l'oral dans les podcasts, la MLS, on sait que ça monte économiquement, sportivement, et que ça commence à être suivi, ma foi. Et que c'est un championnat très intéressant. Bah, merci beaucoup, Anthony. Merci. Et puis, on sait que tu dois aller travailler. Donc, on te dit une prochaine fois alors. Merci, à la prochaine. Bonjour, bye bye tout le monde. Salut Anthony, et allez Impact. Ah ouais. Ensuite, messieurs, comme je vous l'ai promis, on va aller faire un tour dans l'hémisphère sud. Donc, belle transition. Orlando en MLS, il faut savoir que ce club, il a été en partie créé par et pour les Brésiliens qui sont légion en tant que touristes à Orlando, puisqu'ils adorent aller en Floride, voir les belles plages, ce qui est absurde parce qu'ils ont eux-mêmes des magnifiques sur leur côte, mais enfin bon. Et ils adorent aussi aller à Disneyland. Alors qu'est-ce qui manquait aux États-Unis pour nos petits touristes brésiliens? C'était du foot. Donc on a créé une équipe plus ou moins de toutes pièces pour eux à Orlando et on a ramené Kaka pour qu'il soit content. Et du coup ça me fait ma transition Brésil puisque cette fois je vais passer du statut d'animateur habituel à un petit peu chroniqueur puisque je vais vous présenter ma foi le Brasileirão qui a débuté il y a 2 semaines et qui ma foi apparaît encore une fois bien alléchant. Alors comme d'habitude puisqu'on le fait à chaque fois de cette manière-là, je vais d'abord vous présenter la formule du championnat brésilien et vous allez voir, vous n'allez pas être trop perdu puisque tout simplement c'est un championnat qui se joue à 20 comme notre bonne vieille Ligue 1 avec match aller et retour. Voilà, de ce point de vue-là, il n'y a absolument rien d'étourdissant. Voilà, on n'est absolument pas perdu. Il n'y a pas de championnat à 30 clubs en Argentine, de clausura, d'abertura. Non, là on est vraiment une conférence est ou conférence ouest. On est vraiment dans le championnat à l'européenne qui est le plus classique. Et donc ce championnat au niveau du calendrier démarre toujours en mai et finit aux alentours de fin novembre, début décembre. Alors ce championnat, au niveau des qualifications, parce que c'est un championnat évidemment qui fait partie des plus cotés en Amérique latine et qui qualifie pour la Copa Libertadores ou la Copa Sudamericana, qui sont donc les Champions League d'Amérique du Sud et sorte de Ligue Europa d'Amérique du Sud également, mais ça, ma foi, vous commencez à être assez familier de ces choses-là depuis qu'on en parle. Alors, avant, traditionnellement, il y avait 4 équipes qui se qualifiaient pour la Copa Libertadores, et ces 4 équipes formaient le groupe qu'on appelait le G4, un peu groupe des 4 dans le championnat brésilien, mais depuis la réforme de la Copa Libertadores, c'est bien, j'alterne l'accent purement français Libertadores et des fois j'ai mis un peu de mien, j'ai Libertadores. Ma foi, depuis la réforme de cette coupe continentale, le championnat brésilien a gagné 2 places, donc le G4 est passé de à G6. Donc voilà, donc maintenant il y a 6 équipes qui peuvent se qualifier pour la Copa Libertadores de manière directe ou en passant par les phases. Les 2 premières sont des équipes qui vont passer pour les phases, comme l'année dernière l'ont fait donc Botafogo et Atlético Paranaense. Mais voilà, là on en vient et vous allez voir, ça devient encore plus absurde après. C'est-à-dire que de 4, qui est déjà beaucoup, on est passé à 6 places en Copa Libertadores. Donc pour certains gros, parfois on peut quand même se dire qu'il faut mettre du sien pour pas arriver à l'objectif quasiment éternel de ce qui est fait pour le Libertadores. Et là où je vous dis que ça devient absurde, c'est que donc de 1 à 6, on a les places en qualification Libertadores et de 7 à 12, on a les places qualificatives en Copa Sudamericana. Donc autant dire qu'on peut faire une saison pourrie, terminer à une piteuse 12e ou 11e place, comme l'a fait São Paulo l'année dernière,
par exemple, ou Fluminense, et se retrouver dans une coupe continentale qui, si on passe au bout d'un moment, parce qu'au début il y a quand même des tours un petit peu en bois, mais au fur et à mesure, voilà, ça va commencer à donner des gros matchs, des grosses affiches, à ramener du monde au stade et ramener du monde devant l'écran et donc à gagner pas mal de sous en transmission TV. Donc voilà, donc en gros au Brésil, entre la première et la 12e place, vous êtes assuré de qualifier pour une coupe continentale. Ça se traduit comment au niveau sportif? Après, ils arrivent quand même à suivre en Coupe d'Europe et tout, en Coupe d'Europe, en Coupe d'Amérique du Sud, ils arrivent quand même à suivre avec les niveaux. Enfin, je sais pas, tu finis 12e, en Coupe d'Europe, tu dois être mauvais. Non, ils arrivent quand même à suivre et se qualifier, sortir des poules et tout. Ils sont toujours là ou ils arrivent à suivre déjà parce que le Brésil reste un championnat très compétitif. Et que en fait, de la première à la 6e place, on peut trouver des équipes compétitives au niveau continental. Il y a qu'à voir, c'est bien normand, ma Normandie natale. Il n'y a qu'à voir un peu les qualifications, les résultats qu'on a actuellement en Copa Libertadores, où seul Flamengo qui a fait un gros couac en ne se qualifiant pas alors qu'il avait toutes les cartes en main à la dernière seconde du dernier match de poule, et Chapecoense qui ma foi nous fait une Paris Saint-Germain 97 avec le fax de Fournier et qui va sûrement se retrouver hors du coup pour pour les 8e à cause de la titularisation, c'est dur à dire, d'un joueur qui était suspendu. À part ces deux-là, le Brésil est en train de faire à peu près un 100%. Donc avec des équipes qui ont terminé 6e, par exemple, comme l'Atlético Paranaense, qui a réussi à se qualifier et qui n'est pas le plus gros budget et qui n'est pas le plus gros effectif du Brésil. Donc tu vois, voilà, ils vont terminer 6e, mais le 6e peut être très compétitif au niveau continental. Et je vais repartir sur le championnat brésilien, si ça ne te dérange pas, parce que là, on est parti un peu Libertadores. Alors, repartons un petit peu au Brésil, et puisque je vous ai présenté le format, ah oui, et pour terminer, chaque année, il y a 4 équipes qui sont reléguées de manière directe. Évidemment, les 4 derniers, qui sont, si les premiers étaient surnommés le G4, eux sont surnommés le Z4, le Z. Et donc, partons, ma foi, sur un petit peu regarder qui compose ce championnat et partons sur savoir qui sont les favoris. Eh bien, le favori, très logiquement, c'est le tenant du titre. C'est Palmeiras, ce sont les Verts de São Paulo, qui est aussi l'équipe historique qui a remporté le plus de championnats du Brésil et qui, certes, a perdu son joyeux Gabriel Jesus pour Manchester City, mais qui a su faire un recrutement de choix, notamment en piquant 2 petites pépites qui ont permis, justement, on y revient décidément, qui ont permis à l'Atlético Nacional de Medellín de remporter la Copa Libertadores l'année dernière, en l'occurrence le milieu relayeur Guerra est vénézuélien et l'attaquant Borja, qui lui est colombien, et qui sont venus renforcer l'effectif en grande vedette, un effectif qui était déjà costaud, parce que hormis le départ de Gabriel Jesus, Palmeiras n'a subi aucune grande perte et tout ça a été très très maîtrisé. En plus d'eux, il y a eu des recrues de poids, même si un peu vieillissantes, comme Michel Bastos, bien connu des Lyonnais, et Felipe Melo, bien connu de la carotide de n'importe quel joueur turc ou italien. Donc voilà, ça c'est sûr, le Palmeiras reste favori à sa propre succession, d'autant plus que l'entraîneur du titre qui était parti est finalement revenu après une espèce de pataquès. On ne sait pas exactement de quoi ont été faites les négociations souterraines, mais c'est une affaire un peu bizarre que ce départ en fin de championnat l'année dernière après avoir gagné le titre et ce retour d'un coup d'un seul après avoir viré un Eduardo Batista, l'entraîneur qui avait été choisi pour un projet, vraiment pas simplement pour le remplacer. Donc c'est un peu étonnant, mais voilà, Cuca est de retour, toujours un gros effectif du côté de Palmeiras et du coup de grosses chances et une grosse volonté d'être son propre successeur. Ensuite, on a Flamengo, le mythique club rouge et noir de Rio de Janeiro, qui, pareil, qui avait terminé 3e l'année dernière et qui avait longtemps été dauphin, qui, pareil, n'a pas perdu beaucoup de joueurs, qui a perdu, l'arrière latéral Jorge, qu'on va voir, qu'on a un petit peu vu cette année du côté de Monaco et qu'on verra plus l'année prochaine, surtout si Bernard Mendy s'en va. Et au-delà de ça, Flamengo, ils ont reçu garder leur effectif, l'effectif qu'ils avaient porté à ce niveau-là, avec des gens comme le capitaine assez jeune, milieu relayeur William Arand, qui est à suivre, le vieux briscard numéro 10,
bien connu des championnats allemand, italien, Diego. Et puis une petite pépite aussi, Berrio, qui aussi est arrivé depuis l'Atlético Nacional. Et puis bien sûr, pour les habitudes de la Copa Américaine, il y a Paolo Guerrero, l'avant-centre péruvien, qui continue d'enfiler les buts. Hein. C'est un attaquant quand même de très très grande classe et qui aurait, à mon avis, pu réussir en Europe s'il n'avait pas eu la phobie de l'avion. Donc voilà, Flamengo également dans les favoris. Aussi dans les favoris, nous avons l'Atlético Mineiro. Alors l'Atlético Mineiro, c'est un petit peu, je veux pas dire que c'est pas vrai. Je veux pas dire que c'est un club de la loose, c'est pas un club de la loose, mais c'est un club qui est victime d'énormément de blagues à son sujet parce qu'ils n'ont qu'un seul championnat à leur actif, celui de 71, mais qui ont pourtant toujours été un club de poids. C'est-à-dire que l'Atlético Mineiro, ça a toujours été un club très bien placé, mais pas gagnant. Donc voilà, ils ont qu'un seul titre. Après, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont plus de titres continentaux que de titres nationaux. On rappelle qu'ils avaient gagné, par exemple, la Copa Libertadores avec Ronaldinho en 2013. Là, pareil, il y a beaucoup de noms qui vont vous parler, probablement, puisque l'effectif de l'Atlético Mineiro est composé de Fred, en pointe le fameux Fred de Lyon, et de l'ancien nouveau Pelé, Robinho, qui est arrivé l'année dernière à coup de gros chèques payés par l'équipementier de l'époque, qui finalement a fait un coup tordu à Atlético Mineiro, qui a cessé de payer, donc qui devait payer le salaire de Robinho, mais qui finalement n'a absolument rien payé. Ma foi, le club s'est retrouvé un petit peu dans la panade financièrement, mais a réussi à sauver les meubles. Et en plus de ça, il y a Elias qui a gagné le championnat avec les Corinthians, en 2015. On a Eraso qui est un international équatorien. On a Felipe Santana que les suiveurs de Dortmund doivent connaître. Et deux petites pépites avant de changer d'équipe, Juan Cazares, l'équatorien, et Romulo Otero, le vénézuélien, deux petits ailiers joueurs offensifs qui ont du feu plein les pattes et du dribble plein les pieds et qui sont vraiment amenés à faire mal au Brésil comme en Europe. Ça, on verra bien. On verra aussi s'ils arrivent à calmer leurs ardeurs en matière de vie extra-sportive, puisqu'apparemment, c'est leur gros problème, c'est que la vie qu'ils mènent à côté ne leur permet pas vraiment d'exprimer tout leur talent. Ensuite, on va aller dans le sud. On va aller à Porto Alegre, voir du côté du Grêmio. Le Grêmio Porto Alegre, qui a perdu l'année dernière son grand rival de l'International, qui a été relégué pour la première fois de son histoire. Mais pour le coup, Grêmio, eux, cette année, ils ont aussi une chance, une petite carte à jouer, même si l'effectif est un peu moins costaud. On a par exemple du Louan. Louan, c'est un joueur offensif qui a été champion olympique cet été et qui a fait partie vraiment du succès à plein de cette équipe olympique qui avait vraiment animé le front de l'attaque avec Gabriel Barbosa, Neymar et Gabriel Jesus. Après, voilà, c'est une équipe un petit peu plus brésilienne avec des joueurs qui vous parleront moins, mais qui restent de qualité, avec Douglas qui est le capitaine et qui reste un très grand joueur, avec Ramiro, un super milieu relayeur. Ah, si, il y en a un qui vous parlera, un certain Lucas Barrios, qui parlera aux Montpellierins, aux Payadins, qui se souviennent probablement de lui. Après, voilà, c'est un effectif beaucoup plus brésilien. Pedro Jeromel Kahneman en défense, pour ne citer que, qui savent bien verrouiller tout simplement leur défense et voilà, qui font de cette équipe une équipe très compétitive. On rappelle qu'ils avaient gagné la Copa do Brasil l'année dernière. Et enfin, en dernier favori, je citerai Santos, l'éternel Santos, club de Pelé, club de Neymar, qui, Santos, on ne sait jamais trop les placer, je ne sais jamais s'ils ont le potentiel, et ils ont toujours évidemment du potentiel par des jeunes joueurs. Voilà, moi, pour ne citer que, je vous citerai, et retenez bien ces noms parce que c'est peut-être des noms dont vous entendrez parler plus tard, Thiago Maia, Zek, Vitor Bueno et bien sûr Lucas Lima, que vous avez peut-être déjà un petit peu vu en sélection. Et il y en a d'autres qui exploseront cette année. Moi, depuis que je vis au Brésil, ça m'a toujours impressionné la capacité de Santos à sortir des noms, à sortir des joueurs professionnels de qualité et à toujours sortir des mauvais coups. Voilà. Puis tout ce petit cheptel de jeunes joueurs est encadré par des vieux briscards comme Ricardo Oliveira qu'on avait vu en Europe. Ricardo Oliveira qui a quand même 37 balais, Renato aussi qu'on avait vu à Séville, l'époque du Séville de Canouté en 2006, 2007 je crois. Et puis pareil, tire sur les 38 balais. Et Leandro Donizete qui est arrivé de l'Atlético Mineiro. Donc voilà, Santos qui
Santos qui a, comme tous les ans en fait, sa carte à jeu tout simplement parce que c'est une usine à champions cette équipe et c'est assez impressionnant. Je vais vous passer sur les outsiders parce qu'on n'a pas trop le temps, on n'a plus trop le temps. Je vais vous passer aussi sur le maintien parce que je sais pas trop si vous êtes familier des clubs comme Avaí ou Atlético Goianiense et que dire d'autre, moi je ne sais pas, le Vitória de Bahia, voilà, ça vous parle peut-être pas beaucoup et pour vous dire avec Marcelin, mon collègue de Lucarno Posé avec qui je fais le guide du Brasileiron, on a même nous du mal à en parler quand ce genre d'équipe monte parce que c'est assez mystérieux comme équipe. Donc, je pense qu'on les connaîtra beaucoup plus en fin de saison qu'en ce début où c'est un gros point d'interrogation et les deux semblent bien partis pour faire l'ascenseur. Sinon voilà, pour les équipes un petit peu connues mais qui restent des outsiders pour des problèmes on va dire de stabilité, pour des problèmes de phase de transition, je ne citerai que le Corinthians qui est en transition après son titre de 2015, qui est un peu en train de reformer son groupe. São Paulo qui est en éternelle déception, qui part toujours avec un effectif pas possible et qui se viande littéralement presque à coup sûr. Qui a d'ailleurs retrouvé comme entraîneur Rogério Ceni, le fameux gardien qui mettait coup franc sur coup franc. Qui d'autre? Botafogo, Vasco da Gama qui vient de remonter. Vasco da Gama jouera plutôt le maintien. Botafogo a priori sera entre le maintien et l'outsider. Et donc Fluminense qui a priori était au début un outsider mais qui est en train de faire un super début de saison. Il y a également Cruzeiro qui est un peu en fin de phase de transition, un peu comme le Corinthians, mais en fin de phase de transition. Et je terminerai par notre petite Chapecoense. Vous vous souvenez de Chapecoense, le drame qui avait eu lieu en novembre avec ce crash qui avait décimé l'équipe. Chapecoense, c'est donc pour vous rappeler, c'est vraiment le Guingamp du football brésilien. C'est une petite ville, un tout petit club qui a accédé pour la première fois à l'élite il y a à peine 3 ans, qui s'est vraiment construit sur le caractère de son équipe, de ses joueurs, voilà, qui est vraiment fait une équipe faite de briques et de broc à la fois et qui aujourd'hui l'est encore plus et qui ma foi s'en sort très bien parce que comme on le dit en Copa Libertadores, à part une espèce de problème d'incompréhension d'avoir aligné un joueur qui était suspendu, ils ont fait une super Copa Libertadores et ils auraient dû être qualifiés pour les 8e, mais ils sont sûrs d'être qualifiés pour la Sudamericana, c'est déjà quelque chose. Ils continueront à l'échelle continentale et à la Chape, elle a très bien commencé son championnat également avec un nul pris à l'Itaquera contre le Corinthians, ça faut aller le chercher, et une victoire, tout simplement chez eux contre Palmeiras, le tenant du titre, qui sont donc les premiers à avoir réussi à faire tomber. Et voilà, je voulais saluer parce que c'est un sacré travail, c'est une équipe qui a beaucoup de charme, c'est typiquement l'équipe à exploit, l'équipe charmante, c'est une équipe qui a du charme et nous qui aimons les petits poussés en France, on peut que l'apprécier et donc je vous conseille cette année de suivre la Chape avec attention. Moi j'avais une question, c'est sur le dernier transfert là qu'il y avait eu que Real a fait à 40 millions, c'est pour un jeune de Flamengo. Ouais, alors Vinicius. Enfin, après son niveau, bon, il doit être certain. Hein, je pense pas que le Real achète des manches à balai, mais comment c'est vu du côté brésilien? Enfin, 40 millions d'euros, moi ça me semble astronomique. Déjà pour un club qui s'est fait punir de recruter des jeunes, enfin c'est vu au point de vue brésilien, c'est vu comment en fait? D'un point de vue brésilien, les Brésiliens ils sont assez fatalistes, malheureusement là-dessus, c'est-à-dire que ça leur semble logique. Donc voilà, pour eux, pour les Brésiliens, et même si j'ai envie de te dire que c'est culturel, ça va bien au-delà du football. Il y a une espèce de complexe d'infériorité qui fait que de toute façon le Brésil est moins bien que les États-Unis, le Brésil est moins bien que l'Europe. Donc il est fort logique que les talents, qu'ils soient footballistiques ou intellectuels brésiliens, cherchent à partir du pays. Donc c'est pour l'instant dans les médias, j'ai vu, voilà, il y a qu'en Europe où j'ai entendu des gens s'offusquer du prix et de l'âge de Vinicius Junior. Je fais partie de ces gens qui s'en offusquent parce que ça fait beaucoup. À devenir complètement absurde, quoi. Non, mais ça fait énorme, quoi. 16 millions, surtout pour un joueur qui va être, il me semble même pas maintenant, mais l'année prochaine. Donc, même en 2019, je crois. Allez, et en plus. 2019, il arrivera en 2019, il peut être libéré avant, courant 2018, si les deux équipes sont d'accord. Mais du coup, Flamengo, c'est 40 millions d'euros, je sais pas s'ils peuvent se refaire une équipe. Si. Et c'est un peu ce qui est arrivé à Palmeiras avec Gabriel Jesus. Voilà. Maintenant, ils ont chopé le pactole et ils vont recruter, je pense qu'ils recruteront à pleine bourre dans l'Amérique du Sud. Des Argentins, des Colombiens. C'est quand même bien pour eux parce que du coup, ils profitent des sommes astronomiques pour rester dans la course, acheter. Mais ça restera toujours dommage
dommage pour les championnats locaux qui perdent leurs pépites. Et c'est d'ailleurs, ça me fait rebondir sur le dernier podcast. On avait parlé de la Chine et du nombre de gens qui s'offusquaient des joueurs qui partaient en Chine pour l'argent, etc. Dans ma foi, et dont l'Europe se ferait piller, etc. Voilà. C'est ce que l'Europe fait avec l'Amérique du Sud et avec l'Afrique. Donc c'est malheureux. C'est sûr que c'est malheureux. Franchement, Ouais. c'est vraiment dommage. On regarde que d'un côté. Comme ça. C'est ça. On ne regarde que ce qui nous arrange. Voilà pour le Brésil. Ma foi, j'espère que je vous ai fait quelque chose d'assez complet. Je me suis fait, une fois n'est pas coutume, je me suis fait chroniqueur plus qu'animateur. Et ma foi, j'espère que vous allez suivre le championnat brésilien avec autant de passion que Marcelin, pour le citer quand même, et moi-même le faisons. Et vous trouvez tous nos points Brésil, nos petits comptes rendus de journée sur le Carnet Opposé chaque mardi, mercredi, voilà, c'est généralement par là qu'on le sort. Et maintenant, je vous propose de rester dans l'hémisphère sud, de prendre le vol 747 pour Sydney. Les tintinophiles comprendront la référence. Et on va débriefer, on va partir donc pour l'Australie, où on va débriefer la saison pour le coup, car la finale a eu lieu le 7 mai dernier, si je ne me trompe pas, sacrant le FC Sydney au péno. Alors Antoine, c'est toi le spécialiste des cantons. Dis-moi un petit peu comment ça s'est passé ce championnat d'Australie. Alors déjà, pour les gens qui n'ont jamais regardé un match de A-League, c'est exactement le même système que la MLS. Donc juste pour information historique, le championnat a été créé en 2005, donc il a quand même un certain nombre d'années et se veut être une copie conforme de la MLS. De toute façon, c'est le but. Donc cette année, que dire d'autre que les gros se sont réveillés, c'est-à-dire, quand je dis gros, c'est le trident Sydney FC, Melbourne, Victory, donc qui a été la dernière finale de Final Series, et Brisbane, un peu moindre depuis l'épopée avec Ange Postecoglou, mais qui reviennent grâce à John Aloisi, qui a réussi à prendre une revanche dans le championnat, lui qui avait, on va dire, qui s'était un peu malmené à l'ancien club de Melbourne, le Melbourne Hearts, acheté par... il a quel âge, John Aloisi, maintenant? Bientôt 40, je crois bien. Mais il a prolongé 3 ans, mais il a redressé le club, et c'est plutôt pas mal. Il a vraiment bien redressé le club. Bon, malheureusement, on va revenir après, l'année prochaine, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué. Parce que je me souviens de lui sur FIFA 99, c'est pour ça. Enfin bref, je vais continuer. Et son frère Ross a joué un match à Lorient, je crois, il me semble, où il y a quelque chose comme ça. Enfin ouais. Et sinon, que dire de plus? Voilà, les gros dominés, et certains clubs ont déçu, comme Melbourne City encore. Alors Melbourne City, c'est la petite sœur de New York City et de Manchester City, donc ça fait partie du groupe du City Football Group. Donc il y a aussi les Yokohama Marinos et au Japon. Sinon après, Sydney FC, donc grâce à ce double titre gagné très haut la main, ils ont pu atteindre le sommet, c'est-à-dire qu'ils ont pu avoir 3 championships, trois championships, donc ça veut dire les 3 plus gros trophées, et ils rejoignent donc Brisbane Roar, le rugissement de Brisbane, et Melbourne Victory. Sinon pour Sydney, donc c'est simple, ils ont battu tous les records. Alors il faut savoir que l'année dernière, Guillermo Amor, donc une légende du FC Barcelone, qui est aussi un des mentors de Pep Guardiola, avait repris... Et qui était aussi présent dans FIFA 99. il devait être présent. Il a repris Adélaïde, il a instauré... on va dire la patte barcelonaise que l'on connaît tous, qu'on a tous vu avec Pep Guardiola. Il a tout gagné, il a raflé tous les titres, et il a raflé aussi tous les records. Et cette année, Sydney FC, donc avec l'entraîneur Graham Arnold, s'est appuyé sur un renouveau dans l'effectif, avec notamment le Brésilien Bobo, qui est venu du Grêmio, qui a été une excellente recrue. Aussi pour les adeptes de la Ligue 1, il y a eu Ninkovic, qui a été élu meilleur joueur de la saison, donc l'ancien joueur des Lions Gaillard, qui a prolongé 1 an, et aussi Alex Broski, donc un briscard de la A-League, mais une légende de Sydney FC, qui a joué un rôle primordial, qui est revenu parce que l'année dernière il était blessé, et le club était dans la difficulté comme Melbourne, et ils ont su se relever. Et cette année, alors juste pour dire 2-3 stats, Sydney FC, c'est le plus de victoires en championnat avec 20, donc c'est historique. Le plus de victoires à l'extérieur avec 10 aussi. Le moins de défaites, une fois. Ils ont perdu qu'une fois en 27 matchs. C'était contre les ennemis du Sydney Wanderers. Et aucune défaite à domicile. Donc l'Allianz Stadium a été imprenable cette année parce que la défense était énorme. Donc notamment la paire Wilkinson-Jurman. Tellement énorme que Jurman est parti en janvier. Et ils ont fait venir, c'est compliqué à dire, c'est Bridges
Buijs. Et Oula, tu nous l'as refait? alors Bridge, je sais pas si ça se dit comme ça, mais et du coup ils ont réussi à performer et c'était excellent. Sinon pour parler des autres clubs, donc Melbourne, c'est le club de Faïd Ben Khalfallah, donc il est libre maintenant parce qu'il n'a pas été prolongé. Donc ils se sont appuyés notamment sur Besart Berisha, donc l'Albanais est devenu kosovar du fait de l'internationalisation footballistique, voilà, grâce à la FIFA. Donc il a joué d'ailleurs un match avec le Kosovo, qui a été élu meilleur joueur avec Jamie McLaren de Brisbane, donc un joueur australien. Donc pour Melbourne, bah voilà, ils se sont réveillés comme Sydney comparé à la saison dernière et ils ont réussi à glaner des victoires. Là où ils ont perdu par rapport à Sydney, c'est que voilà, ils ont pas été constants, ils ont eu des périodes de vide et ça a creusé l'écart. Pour Brisbane, bah ils ont tenu le choc pour la deuxième année, bah depuis que John Aloisi est dans le club. Donc il a prolongé de 3 ans, donc tout à fait normal. Mais le problème, c'est bah voilà, les échecs en Ligue des Champions, on va revenir quelques minutes après, et aussi des départs très importants comme Thomas Broich, donc un ancien joueur, un Hollandais, une légende du club, quoi, qui a tout gagné, qui a 35 ans, et malheureusement Brandon Borrello et Jamie McLaren, donc c'est la très grosse doublette de Brisbane, vont partir. Jamie McLaren a signé à Darmstadt en Allemagne, donc c'est le club lanterne rouge qui va être relégué de Bundesliga. Et Borrello devrait suivre le mouvement et devrait aller à Kaiserslautern. Et en fait, bon, ces transferts-là sont faits aussi du fait que leur agent a placé tous ces joueurs en Allemagne, comme Robbie Kruse ou Langerark, qui joue à Stuttgart. Sinon après pour Melbourne City, c'est le comment ils disent, toujours derrière, c'est-à-dire qu'en fait l'équipe offensivement c'est un cadre, c'est-à-dire que voilà, ils ont recruté dernièrement Nicolas Colazzo du Boca Junior en prêt, ils avaient recruté de Pénarol Bruno Fornaroli qui est excellent, qui est un super numéro 9, et ils avaient Jérôme en a beaucoup parlé sur le Carne Opposé. Voilà, ils avaient recruté Tim Cahill. Offensivement ça cartonne, alors défensivement c'est pas au niveau pour lutter contre les cadors du championnat. Du coup ils ont fini 4e et du coup bah voilà, les articles pleuvent, et c'est vrai que ça manque de charisme et d'un leader, en fait d'un vrai leader derrière, et ils l'ont pas malheureusement. Donc après pour les autres, Perth Glory et Sydney Wanderers, alors c'est deux clubs qui ont fini 5 et 6e, et ils ont en fait, l'un pourrait compléter l'autre. Alors Perth Glory, ils ont fini la saison avec 53 buts encaissés, une défense mitraillée par les blessures, mais ils ont tenu le choc avec 53 buts marqués, donc c'est un très bon total. 53-53, match nul. Alors du coup, voilà, ça a manqué d'une défense. Et une place en dessous, le Wanderers, 35 buts inscrits. Oui, c'est étonnant comme stat, ça. Et 35 buts encaissés. Plus 0 aussi. Et eux, par contre, ils manquaient d'un attaquant, alors qu'ils avaient une défense qui peut tenir la route, on va dire, malgré des fois une défense complètement à la rue. Et en dessous, bah, on va retrouver Wellington. Après le départ un début de saison complètement raté et le départ de Ernie Merrick. Le club a su revenir, mais n'a pas su glaner les derniers petits points pour accrocher la 6e place. La dernière place qui peut qualifier voilà, en play-off. Alors, je te coupe 2 secondes, je vais peut-être dire une énormité. Il y a sûrement, du coup, j'imagine, un Wellington australien, mais pour moi, Wellington, c'était en Nouvelle-Zélande. Oui, c'est en Nouvelle-Zélande. Ouais, donc la Nouvelle-Zélande, c'est un club néo-zélandais qui fait partie du championnat australien. C'est un peu comme le Canada, des clubs. D'accord. Ok, d'accord. Donc, voilà, je voulais cette précision parce que du coup, je savais pas trop si c'était un Wellington australien ou s'il y avait, donc voilà, la A-League, c'est bien un championnat australo-néo-Z, quoi. Ouais, voilà. À 1/9, on va dire. 1/10, c'est. D'accord. Mais ils ont failli être jartés, mais ça, on pourra en parler dans un prochain podcast. Et sinon, bah, pour le Central Coast Mariners, ça manque d'expérience malgré Paul Ocon, donc aux manettes du club. Bon, ils ont manqué d'expérience, ils avaient plein de petits jeunes. Avec le duo Jacques Fati et Michael Tavares qui ont été priés de quitter le club parce qu'ils n'ont pas. Jacques Fati, le frère de. Il avait donné une interview à Lucarne Opposé, enfin à moi-même. Oui. Du coup. Et mais du coup, voilà, ils ont préféré quitter le club, donc les deux joueurs. Newcastle Jets, donc je vais pas aller plus loin. Échec total du club, restructuration à venir. Et Adelaide United, malheureusement, j'avais écrit un long papier pour Lucarne Opposé, bah. C'est des transferts qui n'ont jamais été des transferts en termes de départ de l'année dernière où ils ont tout gagné, ils n'ont jamais réussi à retrouver des joueurs performants et du coup bah voilà, ils ont terminé dans les dernières places. Et Guillaume est toujours à sa tête ou pas? Non, il est parti. Il est parti, d'accord. Donc tout s'est cassé la gueule là-bas, quoi. Voilà, il a respecté son contrat. Et pour moi, Wellington et Adelaide, on ne sait pas trop où ils vont. Et si je peux parler vite fait un peu de l'expansion, bien sûr. C'est un peu le problème qu'il y a en Australie, c'est voilà, il y a ceux qui veulent absolument que l'Australie s'ouvre à une relégation promotion
fédération avec une sorte de D2 avec des clubs issus des régions, parce qu'en dessous la Ligue, en fait, il y a un championnat des régions, donc chaque région a un championnat, et il n'est pas de si mauvais niveau, en fait. Il peut concurrencer des clubs de bas niveau de A-Ligue, en fait. Et c'est ça qui... Les gens disent, mais oui, mais pourquoi nous, on n'aurait pas le droit? On a le niveau en coupe, la FFA Cup qui a été créée il y a 3 ans, et ben on montre que voilà, les meilleurs clubs de ces régions ont le niveau pour aller titiller des clubs l'élite, en fait, les clubs de l'élite. Et donc voilà, il y a ceux qui veulent ça, mais à la tête de la fédération, on veut deux équipes supplémentaires. Mais le problème, c'est que voilà, faut cracher des billets. Et aujourd'hui, on sait pas trop où on en est entre la direction qui voudrait, mais qui veut garder l'argent, et des clubs qui déposent des dossiers comme Brisbane City FC, qui s'est déclaré ouvert avec des riches entrepreneurs à sa tête, mais ça l'a pas fait. Au niveau popularité, c'est comment le football en Australie? Alors, c'est mitigé en fait. Après, si on regarde que le football australien, on peut se dire ouais, c'est pas mal parce que sur certains derbys, ça peut monter jusqu'à 50-60 000. Mais pour certains derbys. Ah oui, quand même. Ah oui, d'accord. Par exemple, ouais, mais faut regarder en fait l'autre partie de la planche qui montre que déjà les clubs ils jouent dans des stades de footies. Je sais pas si vous voyez les stades à moitié ronds là de leur sport national. Ouais, tout à fait. Les stades de rugby ou les stades de rugby, c'est-à-dire que déjà l'identité est pas imprégnée en fait déjà dans les stades. Et même si les gens viennent à 10 000, 20 000 personnes, et ils sont là, on va dire à la moitié. Donc les stades paraissent très vides. Et du coup, ça donne une image de population qui ne vient pas. Et quand on regarde la population qui vient au match comparée à la population totale d'une ville, on se dit ah ouais non, le foot est pas très très imprégné. Et si on voit d'une façon économique, la NRL ou l'AFL, ils trustent des droits de télé qui sont proches du milliard, et la A-League vient péniblement d'atteindre les 300 millions à l'année, alors que les autres sports sont au milliard. Et au milliard pour une diffusion uniquement nationale. À la différence, la première ligue, on sait qu'elle a une dimension internationale, mais personne va regarder le footis, quoi, par exemple. Et justement, pour parler d'international, au niveau, puisque je sais que tu voulais parler un petit peu de la compétitivité de l'Australie en AFC, en Ligue des Champions, c'est l'AFC? Oui, c'est l'AFC, la Ligue des Champions. Alors l'AFC, c'est l'UEFA et tout. Pour la Ligue des Champions, c'est l'ASL. ACL, Asian Champions League. ACL, AFC, c'est chez Pierre-Marie. Donc l'ACL, la Ligue des Champions asiatiques, Asian Champions League, c'est ça, oui. Quel est un petit peu le niveau des clubs, parce qu'on connaît un petit peu, on commence à connaître le niveau de la sélection des Socceros sur la scène internationale, mais le niveau des clubs australiens, ils se situent comment par rapport aux Coréens, aux Chinois, aux Japonais? Clairement, ils sont en dessous. Après, en 2014, il y a eu la victoire finale, en fait. La victoire, c'est-à-dire que le Wanderers avait réussi à glaner le titre, à être champion en Ligue des Champions, alors que le club a été créé en 2012. Hein. Le club a été créé en 2012 et ils sont champions d'Asie en 2014. C'est incroyable. Hein. Donc les Wanderers, c'est un club c'est le club de quel? C'est le club de l'Ouest. Et Sydney FC, c'est le club de l'Ouest. Et donc, ils ont été champions en 2014. En 2015, ça s'est joué à peu qu'ils sortent des poules. Donc déjà, c'est déjà moins bien. En 2016, Melbourne finit deuxième de son groupe. Sydney finit premier de son groupe. Mais ils sortent tous les deux en huitième de finale sur des matchs, on va dire, proches contre des Coréens. Je sais plus les clubs, mais je sais que ça s'est pas joué à 7-0 ou 5-0. Et cette année, c'était d'une nullité, mais alors incroyable. Mais vraiment, c'était pas au niveau. Et en fait, les entraîneurs faisaient rentrer des jeunes joueurs. Par exemple, si on prend des jeunes joueurs issus du centre de formation, souvent, en fait, ils jouent leur match en Ligue des Champions et pas en championnat. Et en fait, ça s'est expliqué. Par exemple, je vais prendre deux, trois stats. Ils ont marqué que 24 buts, les 3 clubs confondus, quoi. Enfin, c'est nul, quoi. Par exemple, Sydney. Et du coup, tu penses que c'est un vrai retour en arrière? Tu penses que c'est un coup de mou? Est-ce que tu penses que ça peut repartir? Non, c'est un problème de construction. Enfin, je pense que Baptiste pourra en parler, même Nicolas. En fait, quand la Ligue des Champions se joue, le championnat australien se termine. Alors, c'est un peu compliqué. Alors, la Ligue des Champions asiatique est rythmée comme les championnats sud-coréens, chinois ou japonais. Mais la Ligue, en fait, ils sont obligés de jouer quand le rugby ne joue pas. Mais du coup, ils sont plus adaptés au système football de l'Asie. C'est-à-dire que là, la Ligue des Champions se joue. Heureusement, il y a plus aucun club qui est qualifié. Mais le championnat est terminé. C'est-à-dire que si par exemple Brisbane était qualifié pour les 8e, ils devraient jouer. Mais sauf que des joueurs sont partis. Comment garder la motivation? Et ça s'explique en fait, dans le sens où les joueurs n'ont pas leur intérêt. Et en plus de ça, dernièrement, il y a le directeur
général d'Adélaïde qui a dit l'ACL n'est pas joué aussi d'un point de vue économique. Parce qu'en fait, il accuse le fait que aller jouer la Ligue des Champions, donc c'est pas France-Belgique, c'est des distances énormes. En fait, ça coûte extrêmement cher aux clubs australiens qui n'ont pas énormément de revenus. Et donc, Australie, Sydney, mettons Sydney-Tokyo, il doit y avoir 10 heures de vol, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, c'est un truc comme ça. Bon, après, certains diront, mais ils sont habitués en Australie. Bah non, parce que... Ouais, mais bon, non, c'est un corps de sportif, c'est un corps de sportif. Voilà, et du coup, ça se joue comme ça, et il disait que voilà, on n'arrive pas à gérer ça, et ça nous coûte entre 200 000 et 500 000 dollars en se disant qu'un chiffre d'affaires d'un club australien, c'est 4 millions. C'est conséquent, hein. Surtout qu'après, on doit payer l'académie, les salaires, le staff, et même, il l'avait dit, donc c'était posté sur l'Adélaïde, un journal d'Adélaïde, et il disait que voilà, il se demandait même s'il ne devait pas dire, bah non, on peut pas y aller, ça coûte trop cher. Parce que oui, la Ligue des Champions asiatique redonne de l'argent, mais c'est pas assez, quoi. Enfin, ils y retrouvent pas aussi économiquement. Et du coup, ça peut expliquer aussi que les joueurs ne le jouent pas. Mais bon, on va pas accuser l'économie pour dire oui, enfin, on n'a pas d'argent. Les joueurs l'ont pas non plus joué. Alors qu'au tout début de la Ligue des Champions, alors là, Brisbane était connu dans le monde entier parce qu'ils avaient gagné 2-0 contre le Shanghai Shenhua de Carlos Tevez. Alors là, ça y est, les papiers. Ça y est, maintenant, je me suis dit, ça y est, c'est cool, on va avoir une super saison. Non, pas du tout, hein. C'est trompe-l'œil complet. Brisbane a fini avec une victoire, 4 défaites, avec en plus dans son groupe l'équipe thaïlandaise du Muangthong qui a été superbe en fait. Moi je le voyais un peu comme le petit poussé, mais alors ils ont mis des branlées à tout le monde. Ils ont dépassé tout le monde. Écoute, on va passer à l'Afrique. Merci beaucoup Antoine. Juste une petite question pour passer à l'Afrique. Le championnat du coup reprend quand? D'Australie, il reprend en octobre. Il reprend en octobre, d'accord. Donc allez, on a un petit été, enfin hiver du coup. L'Australie jouera en juin, donc voilà, c'est juste très bien pour la conclusion. L'Australie jouera en juin avec les Socceroos qui sont à la Coupe de Confédération. Voilà. Mais oui, ma foi. Voilà, l'Australie, football australien à suivre cet été français donc et cet hiver australien avec la Coupe de Confédération. Merci beaucoup Antoine et puis l'Australie sera de retour, reviendra régulièrement dans les podcasts. Ma foi, maintenant on va partir en Afrique avec Pierre-Marie et j'ai envie de dire enfin, même si on va faire quelque chose que j'aime pas trop faire, c'est généraliser l'Afrique à l'ensemble de ces pays alors que c'est comme n'importe quel continent un puzzle, une mosaïque de cultures et de pays différents. Mais là on va partir globalement sur le foot africain avec un spécialiste du genre Pierre-Marie, puisque en plus de le connaître en soi, il connaît le terrain également puisque tu es actuellement à Cotonou au Bénin. Raconte-nous un petit peu comment il est le football africain en ce moment. Ton introduction était très intéressante, tu as un petit peu tout dit. C'est vrai que avant de commencer à parler des compétitions africaines, de la Ligue des Champions, de la Coupe de la Confédération, qui sont des compétitions qui peuvent être intéressantes pour le grand public et pour toutes les personnes intéressées du football international, il faut qu'on puisse dresser un petit tableau de ce qu'est le football en Afrique, parce que malheureusement c'est pas tellement diffusé. Et comme tu as dit, on parle souvent de l'Afrique à l'échelle d'un pays alors que c'est un continent, et pour preuve, dans le football, c'est 55 fédérations, donc 55 championnats domestiques, 55 équipes qui participent aux qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations ou aux qualifications pour le mondial. Donc ça fait beaucoup de pays, beaucoup de contextes différents et beaucoup de situations qui finalement sont à chaque fois un petit peu nouvelles, un petit peu uniques en son sens que chaque pays au final est différent et chaque football est différent. Là pour ce premier numéro, parce que j'espère que tu me réinviteras Simon, c'est de pouvoir permettre au grand public de connaître un petit peu mieux disons les spécificités locales du football africain, et même si en 10 minutes on va quand même essayer de faire le maximum pour que vous puissiez avoir une vision d'ensemble qui vous permettra de comprendre dans les... Comme tu l'as dit, tu es amené à revenir à Lucarno Posé, on le dit toujours, c'est plusieurs continents dont l'Afrique, et du coup c'est évident qu'on reparlera de l'Afrique régulièrement dans l'autre football dans les podcasts. Vas-y, je t'en prie, continue. C'est tant mieux, parce qu'il y a là justement la coupe de la Confédération, la Ligue des Champions, qui sont l'équivalent de la Coupe de la Confédération, c'est un peu l'équivalent de notre
Europa League ou ancienne Coupe de l'UEFA, comme vous l'avez dit. Donc c'est une compétition qui rassemble 55 fédérations, donc c'est quelque chose d'assez immense avec souvent les mêmes championnats, les mêmes zones qui sont représentées en phase finale et donc c'est un petit peu ça qu'on veut présenter sans trop rentrer dans ces compétitions-là. D'abord un petit peu au niveau des championnats locaux. Donc la CAF déjà c'est une confédération jeune, hein. Pour ceux qui savent pas, c'est 1956, donc on est à peine plus que soixantenaire. Donc ça a été fait par 4 pays, le Soudan, l'Afrique du Sud et l'Éthiopie. Donc c'est une première base non francophone à la création du football en Afrique et c'est important dans justement l'exposé qui va suivre en fait avec les différences flagrantes entre les pays du Nord, les pays du Maghreb, l'Égypte, les pays d'Afrique de l'Ouest, les pays anglophones, les pays d'Afrique de l'Est où les dynamiques sont complètement différentes et au final c'est chaque fois un football qui est différent et c'est des contextes très différents. Donc c'est ce que je vais essayer de présenter un petit peu maintenant. Donc si on commence un peu les équipes qui dominent un petit peu, alors il y a un spécialiste dans Lucarno Posé, c'est Farouk qui je pense viendra aussi très bientôt pour parler des championnats maghrébins. Donc je vais pas non plus tellement m'étaler là-dessus, mais juste pour dire que on peut dire la première division africaine avec des infrastructures qui sont plutôt pas mal, hein. Dans le cas du Maroc, ils étaient en compétition contre l'Afrique du Sud pour accueillir le premier mondial sur le continent africain. Bon, finalement c'est parti pour Nelson Mandela, mais les infrastructures avaient déjà été entamées, les travaux étaient de toute façon indépendants à cette organisation de la Coupe du Monde. Donc on a des grands stades dans toutes les villes du pays, à Marrakech, à Agadir, à Tanger, à Casablanca, à Rabat, à Tétouan, enfin un petit peu partout, et des stades qui sont surtout aux normes pour pouvoir accueillir des clubs même européens ou sud-américains, asiatiques, comme dans le mondial des Clermont à Marrakech. Mais le Paris Saint-Germain qui vient faire des matchs amicaux de pré-saison du côté de Tanger, c'est une réalité aussi. Donc c'est que les infrastructures au Maroc en tout cas sont vraiment au top. En Algérie, en Tunisie, bon je connais un petit peu moins, mais je crois que les infrastructures ont du mal à se faire renouveler, sont peut-être un petit peu plus vieillissantes, mais ça reste quand même des standards très importants et ça peut répondre aux normes UEFA très largement. Donc voilà, ça donne une bonne base. L'Égypte aussi entre dans ce cadre-là, peut-être plus comme la Tunisie et l'Algérie que le Maroc, mais quand même de très grands stades. Donc ces grands stades-là, c'est une bonne base pour un club, pour pouvoir exister, pour un championnat, pour pouvoir exister, pour un pays, pour pouvoir se développer en termes de football. Donc on retrouve très souvent, puisque la Libye était un contexte un peu particulier avec Kadhafi et la guerre qui a suivi. Donc là, c'est des clubs libyens, mais ils sont basés pour la plupart en Tunisie, en tout cas ceux qui se font les compétitions continentales. Donc en fait, c'est l'Égypte qui a 7 CAN, 7 Coupes d'Afrique des Nations avec les Pharaons, c'est 8 Ligues des Champions seulement avec Al Ahly, qui est le plus grand club du pays, le club le plus titré, qui pendant très longtemps a fait la guerre à Boca Juniors, au Milan AC, pour savoir qui de ces clubs-là avait le plus de trophées. Plus de titres, ouais. L'hégémonie continentale égyptienne, elle est plus. Ouais, c'est quelque chose c'est quelque chose qui se retrouve encore aujourd'hui, qui perdure depuis le début, quoi. C'est pas comme en Amérique du Sud où un coup c'est l'Uruguay qui est un coup c'est le Brésil. Là, du côté, mais rien laissé passer, quoi. C'est vraiment impressionnant la régularité qu'ils ont dans les résultats. On a le Al Ahly, puis on a aussi le Zamalek, qui est aussi un très grand club du Caire qui se bat justement contre Al Ahly pour la suprématie nationale, où c'est toujours très serré. Et puis le titre se joue un coup Al Ahly, un coup Zamalek, avec parfois une petite surprise. Un club comme Al Masry, Smoua ou d'autres clubs comme ça qui sont soit du Caire ou même dans les autres villes qui arrivent à réaliser l'exploit de détrôner un des deux géants. Mais bon, c'est pas facile. La régularité de ces deux clubs est vraiment impressionnante. Et puis ceux qui arrivent à recruter les meilleurs dans leur académie, ceux qui arrivent à recruter les meilleurs en équipe senior. Donc voilà, toutes les échelles du football national, ils dominent. Et justement, c'est ce qui se retrouve, hein, comme disait Antoine, au niveau de l'équipe nationale, avec une colonne vertébrale du Al Ahly et du Zamalek qui est très impressionnante. Donc juste un petit mot sur ce championnat, il a été très perturbé par les révolutions du printemps arabe. Alors ça peut paraître vieux parce que c'est un événement qui date de 2011, mais en 2017, le football égyptien subit encore les relents, les effets de ce printemps arabe, de cette révolution démocratique, puisque les gros matchs se jouent encore dans des huis clos partiels ou à huis clos complètement. Parfois c'est 5 000 supporters qui sont autorisés, parfois c'est 10 000. C'est rien à côté de
des 60 000, 80 000 personnes que peuvent faire venir les équipes égyptiennes pendant leur rencontre. Donc voilà, c'est un peu la punition par rapport aux révolutions du printemps arabe, justement, parce qu'on se souvient que Place Tahrir, les ultras jouaient un petit peu le rôle de sentinelle, de protection, pour permettre aux femmes, aux enfants, aux vieux, à tout le monde de manifester. Mais au final, avec le temps, on s'aperçoit que révolutionnaires du Caire n'étaient pas forcément les mêmes aspirations révolutionnaires de l'Égypte. Et au final, c'est un pouvoir militaire qui s'est mis en place. Et les militaires, ils ont en travers un petit peu le rôle qu'avaient fait les ultras pendant cette révolution-là. Et depuis, pendant 2 ans, le championnat a été suspendu. Ça a repris en 2013 et depuis, on continue à avoir des restrictions très fortes autour des supporters qui ne peuvent quasiment jamais se rassembler ensemble autour de leur équipe pour la fêter, ou en tout cas pas pendant les matchs, plus souvent pendant les entraînements. Donc voilà, c'est pour dire le petit trou d'air de la sélection. Ça explique le petit trou d'air de la sélection nationale. Complètement, ils ont pas participé à 2 CAN. Donc de 2010 à 2017, pour eux c'est une anomalie. Ils restaient sur un titre et finalement l'arrêt du championnat a complètement mis en branle le football égyptien et ça s'est ressenti. Leur équipe nationale n'était plus en rythme, n'était pas en mesure de pouvoir assurer dans les qualifications, donc ils se faisaient éliminer. Dès que le championnat a repris, dès que les joueurs ont recommencé à avoir du rythme, on les a retrouvés. Ils se sont qualifiés pour la CAN, ils arrivent directement en finale, ils gagnent, c'est la même chose quoi, avec des joueurs exceptionnels. Mohamed Salah, quand il est sur un terrain africain, c'est fabuleux quoi. Ce gamin, c'est un génie. Il dégage tellement de choses quand il joue et c'est des choses que ressent tout le monde quoi. C'est même les Camerounais, ils pourront vous dire quand même, on a des joueurs en Afrique qui sont exceptionnels et Mohamed Salah, c'est un gamin qui a été formé en Égypte. Je pense qu'il a le charisme, les épaules, pour endosser une tunique, on va dire africaine globale, comme l'ont fait avant lui Drogba, Eto'o. Ouais, parce que il faut pas oublier. Alors nous, de loin, on n'a pas forcément cette culture du football africain comme l'ont les Africains, parce qu'ils suivent quand même l'Égypte depuis très longtemps. Ça représente un mythe un petit peu. Avec Omar Hassan, même moi, ma culture est complètement limitée par rapport à l'histoire du football africain, et notamment dans cette période-là, dans les années 70, où c'est très difficile finalement de retrouver même des écrits capables de qualité qui peuvent te permettre de revivre un peu les événements, quoi. C'était suivi de très très loin, même par les médias occidentaux. Donc mais en tout cas, localement, les gens ont ce mythe-là, et l'Égypte a justement, parce que c'était un petit peu une polémique, parce que justement, à la Coupe du Monde au Brésil en 2014, c'était Sofiane Feghouli qui avait fait une déclaration. C'est de dire que l'Algérie ne représente pas le football africain, il représente le football arabe. Il représente la victoire du monde arabe. Et en fait, ça avait été tellement mal pris ici que les gens ont commencé à détester cette sélection-là. Même ici au Bénin, demander un peu l'avis sur l'Algérie. Et ça a un peu, il admire moins à cause de ces déclarations-là. Et l'Égypte et Mohamed Salah a pas du tout cette image-là. Mohamed Salah, c'est quelqu'un de très, il est un petit peu actif sur les réseaux sociaux. On voit que c'est quelqu'un qui se prend pas la tête. Il répond toujours très bien aux interviews. Il est toujours souriant sur un terrain. Enfin, il dégage une sympathie qui fait qu'il peut rassembler un petit peu tout le football africain. Et justement, pendant la CAN, il avait répété, il avait déclaré, l'Égypte brille sur le continent africain. Il brille pas sur le monde arabe, et c'est une grosse différence. Et c'est ce qui me fait penser que, à continuer à percer un petit peu comme ça en Europe, il pourra devenir justement peut-être le successeur de Samuel Eto'o et Didier Drogba, parce que pour nous c'est évident, Samuel Eto'o, Didier Drogba, mais on est des francophones, l'Afrique francophone, on a plus des retombées d'Afrique francophone. Dans d'autres pays, en Afrique de l'Est, en Tanzanie, au Kenya, au Mozambique, c'est plutôt Liverpool, c'est plutôt Chelsea, c'est Manchester, c'est Arsenal, c'est la première ligue qui est roi. Et Didier Drogba y a réussi, donc Didier Drogba était une grande star, mais Samuel Eto'o, il a réussi à s'imposer sur le continent, donc c'est ce qui fait la différence. Yaya Touré a du mal à être l'égal de ces joueurs-là, parce que justement, il n'a pas gagné, il n'a pas dominé, même s'il a gagné une CAN avec la Côte d'Ivoire, il n'a pas dominé comme on l'attendait d'un joueur de ce standing-là. Et il n'a pas eu cette aura au-delà de ça, cette aura continentale qu'ont eu Eto'o et Drogba. Non, parce que il n'est pas attaquant. On va dire que ça joue beaucoup, parce que c'est les attaquants qui plaisent, c'est les joueurs qui dribblent, qui finissent les actions, qui font le spectacle. C'est le football spectacle, le football africain. Donc c'est ces joueurs-là qui ont tendance à plus marquer le sport. Alors on sait très bien qu'un Yaya Touré, c'est un joueur exceptionnel, que un Thomas Ngono, c'est un joueur exceptionnel, qu'Abedi Pelé,
c'est des bons joueurs, mais ils ont jamais eu, justement, en n'occupant pas ce poste d'attaquant, de finisseur, à empêcher de briller au même niveau qu'un Roger Mila et tout ça, quoi. Donc c'est un peu, voilà, ça m'a un peu fait dévier de mon sujet, mais ça permet aussi de rentrer dans un aspect intéressant du foot africain qui est justement le style de jeu et voilà, un style de jeu basé sur le spectacle, clairement, un petit peu comme, je sais pas si vous avez déjà vu ces images en Afrique du Sud de joueurs qui prennent des cartons jaunes parce qu'ils font des dribbles dans le vide, mais quelque part ça symbolise tellement le football africain. C'est voilà, les gars ils sont là pour s'amuser. Bon ben si je fais 40 passements de jambes sans adversaire devant, mais que ça fait le show et que le public s'exclame, eh ben je vais le faire, quoi. C'est voilà, c'est un petit peu le ça résume un petit peu l'état d'esprit du football ici. Bon, du coup je vais essayer de reprendre un petit peu la file de mes championnats. Donc on a fait on avait fait l'Égypte, bon l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, c'est un peu des championnats similaires, semi-professionnels, professionnels, voilà, ça dans les années 2010, disons que ça s'est bien développé avec des supporters par dizaines de milliers capables de remplir le stade, des ultras complètement fous. Enfin, voilà, le football maghrébin que Farouk décrira avec beaucoup plus de classe et de talent. Donc je lui laisse ça. Et on va plus partir du coup maintenant sur l'Afrique francophone. On va essayer de généraliser un petit peu, voilà, par ces zones-là, plutôt que dire Afrique de l'Ouest, Afrique centrale ou Afrique de l'Est. On va plutôt parler en termes de culture et d'Afrique francophone, parce que c'est à ce niveau-là que des similitudes dans le football. Disons que la base du football de l'Afrique francophone a été installée par la colonisation, par le protectorat français, par le gouvernement français, et c'est un petit peu le système éducatif du sport scolaire qu'on avait dans les années 1900, fin des années 1800, début 1900, qu'on retrouve comme base du sport en Afrique. Et avec finalement en 2015 un constat un petit peu alarmant, parce qu'on s'aperçoit que les championnats ne sont jamais réellement développés. Ils ont su exister, grandir dans les années 80, 90, 70 dans certains pays, beaucoup avec la décolonisation où la fierté nationale s'est reportée sur les clubs. Et donc on avait des championnats très suivis, des stades pleins, des derbys, des rivalités qui s'étaient créées un petit peu partout dans tous les pays. Même ici au Bénin, il y a eu un âge d'or du foot qui était pour moi inimaginable, parce que j'ai vu que des stades vides, mais en tout cas en championnat j'ai vu que des stades quasiment. C'est un peu celui qu'on voit dans certains films des années 80, 90. Je pense au Ballon d'Or avec Salif Keita, le joueur. Ouais, c'est un peu. Tu as exactement raison, c'est une bonne référence. On voit que le Stéphanois respire encore en toi. Non, c'est clair que c'était un peu justement, Salif Keita, il représente un peu un âge d'or même si c'était les prémices du football africain, finalement ça a été son âge d'or, parce que localement le football était assez puissant. Ça a été à tour de rôle, hein. Il y a eu la Guinée, il y a eu le Congo, il y a eu le Cameroun, il y a eu le Ghana. Un petit peu chaque pays a connu sa période où il a su briller sur la scène continentale. Mais c'était basé sur un championnat, voilà, un petit peu, disons un petit peu branlant. Il se jouait année après année, mais les bases n'étaient pas suffisamment solides pour que ça puisse franchir le cap des années 2000, de la professionnalisation, de la médiatisation à outrance du football. Et finalement, l'Afrique francophone a subi complètement l'hégémonie de la Première Ligue, et puis surtout du Barça Real, quoi, du Classico, où maintenant, quand vous allez demander à n'importe quel Béninois, football, Barça ou Real, quoi, ça va directement, c'est de base, quoi. On parle d'un footballeur, on va parler soit de Messi, soit de Cristiano. C'est devenu un peu la norme, surtout pour la jeunesse d'ici, parce que finalement c'est mondial, c'est mondial, je pense que c'est mondial. Ouais, c'est mondial, mais en Afrique c'est quand même au Brésil, on a quand même une base de supporters qui soutient les clubs locaux, toute l'Amérique du Sud. Regarde, même on parlait de la MLS, même l'Impact de Montréal arrive à avoir un noyau de supporters qui devient assez intéressant, qui devient assez important. Donc c'est pour te dire un peu que la dynamique est inversée, en tout cas pour l'Afrique francophone. Je peux te donner l'exemple peut-être de ce qui va le plus parler aux gens, c'est peut-être la Côte d'Ivoire avec la SEC Mimosa, puisque la SEC Mimosa, c'était la génération dorée de justement Yaya Touré, Kolo Touré, Gervinho, le gardien Kopa Barry, Emmanuel Eboué, Didier Zokora. Enfin, il y a toute une pléiade de joueurs qui sont sortis de l'académie de cette équipe-là. Et à l'époque, ils avaient leur derby contre l'Africa Sport, et c'était 60 000 personnes qui sont au stade une heure, 2 heures avant le début du match. Et c'est toute la semaine la ville qui est divisée en deux, parce que c'était un match ultra attendu au sommet. Et là, le derby avait lieu la semaine passée, pardon. Et c'était
un stade maximum 10 000 personnes, quoi. Le championnat, les championnats ont perdu de leur superbe à cause de plein de facteurs, en particulier, j'ai envie de dire politique, puisque c'est la gestion des clubs qui est défaillante, c'est l'environnement sportif qui est défaillant, c'est l'environnement du ministère des Sports, de la politique sportive qui est défaillant. C'est tout plein de choses qui font que les clubs n'ont pas su se maintenir et que seules les recettes liées au transfert, ça ne fonctionne pas. La preuve, ASEC Mimosa continue d'être un club qui compte en Côte d'Ivoire, mais il domine pas le football complètement. Il domine pas le football ivoirien complètement, alors qu'avec tous les transferts qu'ils ont eu grâce à leurs joueurs, ça devrait être un des clubs les plus riches. Donc voilà, pour dire que ça a été mal géré, mal construit. On peut sortir quelques exceptions quand même. Pour moi, qui sont des exceptions marquantes du football africain francophone, c'est le TP Mazembe, donc le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, dans le sud du Congo, qui est une région vraiment australe du Congo. C'est pratiquement une zone anglophone. Donc voilà, pour dire aussi l'importance culturelle. Qui vient de perdre Carteron d'ailleurs. Ouais, ça fait quelques années. Ça fait quelques années parce qu'il était parti en Égypte avant de partir là maintenant. Il a fait un tour par l'Égypte. Ensuite, il est parti au Qatar et maintenant il est parti. Il a signé au Phoenix, le club de Drogba aux États-Unis. J'ai vu passer l'annonce tout à l'heure. Okay. Et donc en fait, ce TP Mazembe, non, il y a pas de souci. Je te rectifie. Justement, il fait partie de ces entraîneurs qui ont réussi. C'est intéressant d'avoir parlé de lui parce moi, j'étais un petit peu sceptique à son arrivée parce que souvent les entraîneurs français jeunes comme ça, ils débarquent un peu comme des rois avec la vérité absolue sur le football et la manière de le jouer, et ça fonctionne rarement. Et lui, Carteron, il est arrivé directement avec la sélection du Mali. Il a pris goût à l'Afrique, il a compris comment ça fonctionnait, il a réussi à bien travailler au Mali. Et au TP Mazembe, c'était pas un contexte facile parce que c'est un club qui a besoin de résultats. C'est minimum participer à la Ligue, c'est passer les tours de qualification à la Ligue des Champions. Et lui, il a réussi à le faire. Il a réussi à rester pendant pratiquement 1 an et demi. Le club voulait le conserver. Ça s'est pas fait, mais ça aurait pu continuer, quoi. C'est vraiment un gars qui a réussi et je pense qu'il retournera en Afrique, il réussira encore parce que voilà, il a le truc. C'est pas tout ce qu'ils ont et lui il a et justement il a contribué à l'histoire du TP Mazembe et le TP Mazembe c'est un des rares clubs d'Afrique qui est pas, donc il a son propre stade, c'est un stade modeste, 20 000 places, mais qui a le mérite d'être très souvent plein, pratiquement dès qu'il y a un petit peu d'enjeu le stade est comble, et qui a sa propre académie. Donc ça a commencé en 2012, c'est assez récent, mais c'est une académie qui dans quelques années va sortir des phénomènes et le football congolais va en profiter très largement. C'est un peu calqué sur le modèle de l'ASEC Mimosa de Jean-Marc Guillot, avec un de ses anciens collaborateurs qui allait monter là-bas un centre. Alors c'est les enfants qui jouent pieds nus, c'est des enfants qui jouent sans gardien. C'était des gamins de moins de 16 ans, U15, donc des 15 ans, des 14 ans même, parce qu'il y a des 14 ans qui jouent avec les plus grands, qui jouaient contre la deuxième division de Lubumbashi, donc contre des adultes sans gardien, pieds nus. Donc ça met des bases assez intéressantes pour pouvoir arriver à quelque chose de bon à la fin. Et je serais pas surpris que le TP Mazembe, grâce à son académie, puisse réussir à continuer à s'imposer dans le football africain. Ils ont la particularité de recruter des étrangers, des Zambiens, des Ghanéens, des Maliens, des Ivoiriens, enfin toutes sortes de joueurs, tous les meilleurs joueurs qui brillent sur le continent, qui sont en Europe ou voilà, qui répondent pas aux critères. Eux arrivent à les prendre et à assumer de très bons salaires. Et bon, ils reposent sur un homme président qui était milliardaire, qui est milliardaire, qui est un homme politique un petit peu, Moïse Katumbi. C'est le talon d'Achille, quoi, parce que disons que quand ce gars-là partira, même s'il y a des bonnes, c'était les mêmes cas du côté de la SEC Mimosa à Abidjan, et malheureusement, ça a tourné vinaigre et c'est parti un petit peu, ça s'est fini au tribunal avec Guillou d'un côté, le club de l'autre. Il faut espérer qu'au TP Mazembe, il puisse continuer à mettre des bases solides pour que le club survive à sa seule personne. Et il y a aussi un autre exemple, parce que c'est un petit TP Mazembe, en fait, c'est du côté de la Guinée, c'est le Horoya, un cas un petit peu similaire avec beaucoup d'années d'écart, puisqu'ils ont commencé en 2011 avec un nouveau président qui est devenu aujourd'hui, en 2007, le président de la fédération, et qui a calqué justement le modèle du TP Mazembe, qui a construit son académie, qui a calqué un mix de projets un peu maghrébins justement et du TP Mazembe. Donc ça devrait donner un club super intéressant en termes d'infrastructure. On va voir si ça va payer dans les années à venir. Voilà, sinon l'Afrique francophone aussi, c'est des championnats où ça se joue pas. Le Bénin, le Tchad, il n'y a pas de championnat. Le Togo, le championnat a commencé l'année passée. Au Cameroun, on a un championnat à peu près régulier. Le Gabon a un bon championnat grâce à leur président qui aime beaucoup le football. Le Sénégal a un bon championnat. Après voilà, pour le reste, c'est le Mali, un bon championnat. Le Burkina, un bon championnat, un championnat assez correct. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de petits pays qui subissent les affres et les envies de richesse et d'investissement personnel de leur président de fédération ou de président de club qui voit l'argent qui voit le football comme une machine à billets. Et malheureusement, on sait tous que ce n'est pas le cas. C'est un petit constat de l'Afrique francophone.
anglophone, vous allez voir que ça se reverra quand on commencera à parler un peu des compétitions africaines, que finalement l'Afrique francophone est peu représentée. C'est surtout par le biais du Maghreb et de l'Afrique et de l'Égypte, donc c'est pas révélatif. Du coup, je vais finir mon tour par l'Afrique anglophone. Du coup, on a divisé ça en deux. Et l'Afrique anglophone, c'est un constat complètement différent, qui est fou, qui est totalement fou. Et nous, on n'a pas nos médias occidentaux, nos médias français plutôt, n'ont pas l'habitude de parler de cette Afrique-là. On la connaît assez peu. On parle un petit peu du Rwanda, on parle un peu du Kenya, mais c'est très vague. On ne sait pas comment ça se passe réellement chez eux. Il n'y a pas ce lien avec la langue, il n'y a pas cette proximité coloniale qui fait qu'on s'intéresse à eux. Et pourtant, leur football est complètement fou, complètement différent, passionné, avec des stades qui sont pleins pour les équipes locales. Enfin, c'est vraiment le football comme on l'aime, comme on a l'habitude de voir du côté de l'Amérique du Sud, du côté même de la Chine, même de l'Asie parfois, du Japon ou de la Corée parfois. C'est des vrais footballs avec une grosse ambiance. Et ça, on peut le retrouver en Tanzanie, on peut le retrouver au Kenya. Par exemple, pour la Tanzanie, on a des clubs qui sont nés dans les années 30, qui sont construits un peu comme en Espagne, avec un modèle de sociaux, avec des associations qui ont au début des associations de supporters qui prenaient en charge leur gestion. Et au fil des années, le système s'est un peu perdu. On n'a plus un système de socios du tout, mais disons que cet attachement au club, cette identification au club est quand même resté, c'est transmis de génération en génération. Et vous pouvez aller à Dar es Salaam, donc la capitale de la Tanzanie, un jour de derby entre les Young Africans et les Simba. Donc Simba, comme le Lion King, comme le roi lion. Le lion là, exactement, parce que Simba, c'est en Swahili, donc ça veut dire lion. Donc c'est les lions de Tanzanie et jaune, c'est le stade qui est c'est une ambiance incroyable dans la ville, tout au long de maillots de ces deux équipes-là, de l'Inter, que des maillots de Chelsea, que des maillots du Real, du Barça, etc. Donc c'est pour dire que c'est un de ces clubs, un club local, et c'est important, quoi. C'est un peu le côté anglo-saxon qui s'est transmis aussi au niveau du football. Et franchement, quand on connaît pas l'Afrique de l'Est, c'est bluffant, parce que vous pouvez aller voir un match en Éthiopie, vous pouvez aller voir un match au Kenya, vous allez avoir du monde tout le temps, et parfois même, pour vous dire à quel point ils sont fanatiques, les supporters viennent encourager quand ce n'est pas leur équipe qui joue. Donc pour être bien clair, par exemple, le cas de la Tanzanie, on a Simba contre Young Africans. Young Africans, c'est sur le terrain contre une autre équipe tanzanienne ou même une autre équipe étrangère pour un match de compétition de la CAF. Je sais pas, une équipe angolaise par exemple, comme moi j'avais pu voir l'expérience. Les supporters de Simba viennent au stade, donc voilà, pour faire perdre l'adversaire. Et ouais, c'est quelque chose qui est totalement fabuleux. C'est la culture foot comme on l'aime. C'est le football. C'est le football avec sa passion, sa dramaturgie, et parce que sans supporter, le football n'est rien, même si c'est un adage un peu bateau. C'est une réalité. Et c'est ce qui fait vivre les championnats, en fait. Sans supporter, le football professionnel. Il reste quand même le jeu. Tu as raison. Le jeu est s'amuser, et c'est complètement vrai. Tu as bien fait de me rectifier d'ailleurs. Justement, ça permet donc voilà ce constat de l'Afrique anglophone aussi à l'Afrique. On peut le faire on n'a pas l'habitude de suivre, qu'on n'a peut-être même pas l'habitude d'entendre, et qui en fait ont une vraie culture foot qui s'est transmise par leurs colons. La France n'a pas de culture foot, et la France n'a pas transmis sa culture foot, non-culture foot. Voilà, cette non-culture foot que la France a transmis ici, et ça se voit, ça se sent, parce que dès qu'il y a eu des petites histoires, dès qu'il y a eu des petits conflits, les clubs n'ont pas tenu, les championnats n'ont pas tenu, et on se retrouve avec une Afrique francophone qui traîne un petit peu au niveau du football, et une Afrique anglophone qui a des clubs qui sont bien développés. Et tout ça, je vous propose qu'on puisse le suivre la prochaine fois en abordant davantage l'actualité, les résultats, les matchs avec la Coupe de la Confédération et la Ligue des Champions, qui sont les deux principales compétitions de la CAF. Et voilà, comme je l'ai dit au début, qui rassemblent 55 pays. Donc c'est quelque chose d'assez gigantesque en termes d'organisation, en termes de déroulement, et on parlera un petit peu de tout ça avec la prochaine fois. Merci Pierre-Marie, merci pour ce point, un petit peu ce survol de l'ensemble du continent africain, même si comme tu l'as bien précisé, voilà, c'est un continent qui est bien divisé, un peu comme tu l'as dit, avec le nord de l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest plus africaine, et donc l'Afrique plus anglophone, l'Afrique de l'Ouest plus africaine, l'Afrique de l'Ouest plus francophone, et l'Afrique de l'Est plus anglophone, bien méconnue des Français, mais qui ma foi, peut donner pas mal de leçons au reste du continent. Merci beaucoup Pierre-Marie, merci beaucoup Antoine, et merci à Anthony qui
quitté il y a un petit moment. Avec la MLS et l'Afrique, il y avait énormément à dire, puisque ce sont deux sujets qu'on n'a pas abordés. Et l'Australie, on remarque, le Brésil et l'Australie n'avaient pas été encore abordés non plus, mais la MLS et l'Afrique sont tellement... on va dire que l'Afrique a un très gros morceau et la MLS est très populaire. Et du coup, c'était forcément des gros morceaux à manger. Et je te remercie Antoine et merci beaucoup Marie. Et je vous dis merci à vous. merci à vous les gars et je vous dis à la prochaine pour une prochaine fois pour plus développer l'Australie et plus développer l'Afrique, pour aller sur plus de pays notamment en Afrique et notamment avec Farouk comme tu l'as dit pour développer le Maghreb. Quant à nous, je nous dis à bientôt pour un 5e épisode. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à la prochaine.